Salut, vous écoutez Timothée dessine. Moi, c'est Timothée. Je suis celui qui dessine en fait, parce que je suis illustrateur, je suis directeur artistique et puis je donne des cours de dessin en présentiel, hein. Ça veut dire que j'ai une salle de classe à Gréoux-les-Bains. Il y a des élèves qui arrivent et puis je leur donne cours. Et puis sinon, sur Internet, je peux faire de l'accompagnement individuel si jamais vous êtes intéressé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des différentes étapes qui permettent de concrétiser un projet. Alors, on va parler d'un projet graphique, hein, puisque je suis illustrateur-dessinateur et que vous l'êtes probablement si vous écoutez ce podcast aussi. Donc, ça peut être tous les projets, par contre, graphiques. C'est-à-dire que ça peut être autant une bande dessinée qu'une illustration, qu'un tableau, que pourquoi pas de l'animation, etc. Et je vais non seulement parler de ça si vous êtes débutant, mais on va voir comment ça peut évoluer par la suite et justement comment vous allez pouvoir faire mûrir vos projets et les faire grandir tout au long de votre apprentissage du dessin et finalement jusqu'à la fin des temps, hein, parce que moi, j'ai pas fini du tout le chemin, je suis encore en plein dedans. D'ailleurs, peut-être que je vous dirai à peu près à quel niveau j'en suis dans ce que je vais vous dire. Donc, quand on veut concrétiser une idée comme ça, pourquoi on n'aboutit pas? Les principaux problèmes qu'on peut rencontrer, déjà, c'est de ne pas avoir, par exemple, le niveau suffisant pour concrétiser l'idée. Donc ça, par exemple, vous êtes débutant, vous n'êtes pas assez exercé, vous vous entraînez pas assez, ou vous manquez d'informations théoriques, par exemple. Vous pouvez aussi échouer parce que vous manquez de méthode, c'est-à-dire que vous cherchez à aboutir sans aucun plan, par exemple. Donc ça, si vous avez absolument aucun plan, et on va voir que surtout au début, justement, ça va vraiment vous limiter pour réussir à aboutir. L'autre raison, ça peut être que simplement votre idée n'est absolument pas concrète, c'est très diffus, donc vous ne savez pas du tout dans quelle direction avancer. Et puis, la dernière chose qui va pouvoir poser problème, c'est que vous ne saurez pas rebondir, par exemple, dès lors que vous rencontrerez un problème, justement dans un plan que vous seriez établi en amont. Si ça ne se déroule pas comme prévu et que vous n'êtes pas capable de faire face à cet imprévu et peut-être d'en tirer parti, à ce moment-là, vous allez échouer aussi, quoi. Alors, pour le niveau de dessin, voilà, la première problématique que vous allez pouvoir rencontrer, si vous avez un niveau qui est assez bas en dessin, il va falloir sélectionner des projets qui sont adaptés à votre niveau. Mais adaptés à votre niveau, ça ne veut pas dire choisir des projets qui sont faciles, en fait, qui sont faciles pour vous. Il faut choisir des objectifs qui sont challengeants, c'est-à-dire un tout petit peu plus dur que ce que vous êtes capable de faire comme ça, sans pression, sans réfléchir et tout, mais quand même réalisable. Parce que si jamais vous faites que des choses faciles, en fait, pour vous, vous n'allez pas évoluer parce que vous êtes dans la répétition de ce que vous connaissez déjà. Et en fait, ça va être le pire, justement, si vous cherchez à concrétiser ensuite des projets qui sont plus ambitieux, parce que, justement, vous serez complètement limité à une spécificité très précise que vous aurez fait que de dessiner ça. Par exemple, je sais pas, imaginons que ça soit des portraits, vous faites que dessiner des portraits. Pour vous, c'est la facilité. Et jamais vous mettez à dessiner un corps en mouvement, ou alors jamais vous mettez à dessiner la tête un petit peu tournée, inclinée, etc. Et ça va faire simplement que vous pourrez axer votre carrière uniquement, toute votre vie, sur des portraits de face. Et jamais faire évoluer, en fait, vos objectifs. Donc, vous allez être super cloisonné, en fait. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut avancer par projet, petit à petit, en se donnant un petit défi supplémentaire. Faut pas choisir des choses trop compliquées non plus, parce qu'à ce moment-là, on est sûr de pas aboutir. Mais on va avancer avec la méthode des petits pas, simplement. On appelle ça comme ça. La méthode des petits pas, c'est petit à petit, on se rajoute une dimension, une complexité supplémentaire. Donc, imaginons, par exemple, que ça soit un projet d'illustration. Vous pouvez démarrer, si vous démarrez de zéro, par exemple, votre premier projet, ça pourrait être de faire, par exemple, un portrait. Dans un second temps, vous pourrez faire un portrait avec le visage tourné dans un angle spécifique et avec une expression. Dans un troisième temps, par exemple, ça peut être la même chose,
peut-être en modifiant l'angle, mais avec un éclairage spécifique. Vous voyez qu'à chaque fois, ça vous fait travailler un aspect du dessin particulier. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement agrandir le champ, donc c'est-à-dire changer de cadrage, pour voir le buste dans un premier temps, les mouvements sur les mains, et puis ensuite faire évoluer le corps comme ça pour le représenter en pose dynamique, jusqu'à rajouter davantage de personnages qui rentrent petit à petit en interaction dans des décors, faire rentrer des personnages en interaction avec le décor et avec les autres personnages, etc. Et vous voyez que tout ça, mis bout à bout, en fait, ça vous rajoute des compétences que vous pouvez explorer par le biais, justement, de vos projets. Et à chaque fois, on rajoute une petite chose, mais on se rend compte qu'au bout d'une vingtaine de projets, finalement, on aura exploré énormément de champs techniques du dessin qui permettront d'être beaucoup plus libre ensuite et d'avoir un vocabulaire graphique beaucoup plus étendu. Donc, voilà. Alors ensuite, comme ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais vous êtes complètement débutant, il ne faut pas chercher absolument à faire des projets qui sont longs. Il faut au contraire multiplier les projets très rapides. Donc ça, c'est parce qu'il y a une expérience qui a été faite, souvent je parle de ça à mes élèves. Il y a une expérience qui a été faite, c'est de 2 classes de poterie avec des élèves qui n'ont jamais pratiqué. Voilà, c'était l'expérience. Il y avait 2 classes comme ça d'élèves qui n'avaient jamais pratiqué de poterie. Et ils avaient 1 semaine pour réaliser la meilleure poterie, le plus beau pot, le pot le plus régulier. Voilà, il y avait des critères pour justement définir quel est le pot le mieux réussi. Et il y avait 2 classes. Donc la première classe, ils avaient le droit de faire autant de pots qu'ils voulaient et de multiplier les essais le plus rapidement possible. Peut-être par exemple, ils mettaient 15 minutes par pot. Et au contraire, la seconde classe, elle, devait faire un pot, seulement un pot, donc se concentrer sur le même pendant toute une semaine et chercher à faire le pot le plus réussi possible. Et ce qui s'est passé, c'est que dans 100% des cas, en fait, les pots qui étaient plus réussis, c'est ceux qui ont été faits en 15 minutes. Donc, une sélection parmi l'ensemble des travaux faits en 15 minutes. Ils étaient tous mieux réussis que les pots où les élèves avaient mis 1 semaine pour les faire. Parce que simplement, en multipliant en fait les essais, eh ben, on corrige ces erreurs. Déjà, ça nous permet de comprendre comment on fait des erreurs, où elles sont, de pouvoir comparer une exécution par rapport à une autre, et donc de s'améliorer. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des projets qui sont à la fois un tout petit peu au-dessus du niveau qu'on a, mais de les réaliser quand même assez rapidement, comme ça pour pouvoir justement comparer sur la quantité nos travaux entre eux et pouvoir ensuite améliorer la qualité du travail. Donc voilà. Et donc, quand justement vous débutez comme ça, les projets, c'est super en fait de les intégrer dans l'apprentissage du dessin. Donc l'apprentissage du dessin, quand on veut le faire pour vraiment être bon techniquement, voilà, ce qui est pas forcément le cas de tous les dessinateurs et c'est pas forcément un enjeu pour tous. Mais si votre enjeu c'est de pouvoir être bon techniquement et donc par la suite de pouvoir vous exprimer dans plusieurs vocabulaires graphiques, de pouvoir changer de style quand vous le souhaitez et puis de pouvoir dessiner les choses sur absolument tous les angles, on peut pas y couper. Il faut passer par les fondamentaux du dessin, donc qui vont être la perspective dans un premier temps. Ensuite, peut-être le modeler plus organique. Donc, savoir faire des maillages, par exemple, sur des formes fluides, etc., sur des sphères, sur des cônes, et puis sur des formes un petit peu à la façon dont on modèle avec de la pâte à modeler. Ensuite, savoir comment poser les ombres et les lumières de là-dessus, justement.
Et puis ensuite, il va y avoir tout ce qui est plus spécifique, comme l'anatomie, par exemple. Après, les proportions, si on s'occupe, par exemple, d'architecture, ou ce genre de choses, de savoir proportionner des bâtiments. Après, il va y avoir tout ce qui concerne le concept, donc la création de design originaux et ce genre de choses. Donc tout ça, c'est de la théorie, en fait, c'est des fondamentaux. Et à chaque fois que enfin, quand vous êtes en train justement d'être sur ce parcours de, de quand vous êtes en train d'apprendre le dessin, voilà, en étudiant les fondamentaux, eh bien, par exemple, quand vous étudiez la perspective, vous pouvez vous mettre un projet Minecraft, voilà, où vous dessinez Minecraft en utilisant et en appliquant les règles de perspective. Donc ça peut être très très cool pour vous. Ce que vous pouvez faire quand vous utilisez du modelé, c'est par exemple de faire toute une série d'études d'après modèle, où vous rajoutez ensuite par-dessus un maillage, et ça vous permet, en même temps que vous apprenez justement à utiliser la technique, et d'aboutir à des projets, ce qui va vous permettre de rester à la fois motivé, concentré, et de mieux ancrer en fait les différents apprentissages, les différentes techniques et théories que vous apprendrez dans le parcours d'initiation au dessin. Donc ensuite, on va voir par rapport à la problématique de ne pas travailler avec un plan, donc, et qui ne vous permet pas d'aboutir. Donc comment on peut travailler avec un plan? Donc déjà, on peut comme ça étudier un petit peu les processus créatifs d'autres dessinateurs, et par exemple de dessinateurs qui sont dans un style qu'on aime bien dans un premier temps. Donc là, on peut répliquer en fait des processus créatifs. Donc par exemple, si vous dessinez en numérique, il y en a énormément sur Internet de disponibles de processus créatifs, par exemple pour passer d'un croquis ensuite à un dessin à la ligne, et puis ensuite savoir comment le coloriser par étapes. Donc vous pouvez faire ça, multiplier justement les études d'après les processus de différents artistes, avec des différentes directions justement, pour ne pas tout de suite se formaliser un processus qui restera trop ancré et qui ne vous permettra pas d'évoluer par la suite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis, en changeant par contre le sujet. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le même processus que quelqu'un pour, par exemple, dessiner une scène, mais vous changez la scène et vous suivez uniquement le processus, quoi. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous entamez en fait une analyse un petit peu de justement ce processus-là. Pourquoi ça marche? Vous essayez de comprendre vraiment les rouages de ce qui fait que la technique fonctionne. C'est-à-dire que vous analysez dans un deuxième temps. Vous essayez de comprendre dans un deuxième temps. D'abord, vous appliquez, et ensuite, vous essayez de comprendre pourquoi ça marche comme ça. Et toutes les parties qui vous paraissent un petit peu floues dans ce processus-là, que vous aurez analysé d'un autre artiste, sur lesquelles vous ne comprenez pas la raison pour laquelle ça fonctionne, et vous essayez de modifier sciemment en fait ces parties-là, justement, comme si vous modifiez des réglages pour vous rendre mieux compte en fait de l'utilité de chaque aspect justement de ce processus. Alors on a parlé de processus qui sont numériques, mais on peut fonctionner exactement de la même façon avec des processus qui sont purement analogiques, par exemple à l'aquarelle ou ce genre de choses. Donc vous essayez de voir un processus d'aquarellisme, par exemple, de le reproduire, et d'ensuite vous rendre compte, par exemple, tiens, là, il travaille dans l'humide, comment ça se fait que si je travaille plutôt dans le sec, est-ce que je peux boire l'eau avec le réservoir de mon pinceau sec, etc., pour créer des effets? Vous essayez des choses, en fait. Donc, vous partez d'une base, d'un processus qui a été établi par quelqu'un d'autre, et vous essayez de le modifier sciemment. C'est-à-dire, il faut savoir, tiens, là, j'en suis à telle étape, à cette étape-là, je change les choses. Parce que pourquoi il faut faire ça de façon un petit peu comme ça rigoureuse? Dans un premier temps, hein. Simplement pour vous rendre compte un petit peu de tous les leviers que vous avez à disposition
et de pouvoir ensuite être plus réactif quand il y a quelque chose qui se passera, quand vous serez dans une méthode de création qui sera plus organique, et de pouvoir comme ça anticiper. Voilà. Tout le rôle justement d'analyse de processus comme ça va vous permettre d'ancrer comme ça des automatismes qui vous permettront d'anticiper la réaction de telle ou telle chose que vous ferez. Donc que ce soit par exemple de rajouter de l'eau quand vous travaillez à l'aquarelle, ou alors de faire un glacis, de savoir comment va réagir le pigment si vous êtes à l'huile. Voilà, est-ce que ça va être un huile opaque un petit peu qui va laisser un voile par-dessus les autres couleurs, ou alors au contraire qui va laisser une translucidité, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des petits curseurs que vous allez pouvoir analyser pour pouvoir être réactif ensuite et savoir très très bien comment diriger plus intuitivement votre travail en fait. Donc voilà, et à chaque fois que... Alors quand vous dessinez comme ça et que vous suivez un processus, ce qu'il faut chercher à faire absolument quand même, c'est se laisser une liberté un petit peu dans chaque segment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple si vous suivez un processus pour dessiner une planche de bande dessinée par exemple, et ben va y avoir une étape après le storyboard, une étape qui va être de crayonner, et ensuite vous allez passer à l'ancrage. Et par exemple, quand on passe du crayonné à l'ancrage, eh ben, il faut se laisser de la liberté dans le dessin à l'ancrage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez complètement dans l'automatisation des tâches, c'est-à-dire de simplement repasser les lignes à l'étape de l'ancrage. Il faut se laisser en fait une petite tension créative à chaque aspect du processus, à chaque étape du processus. Parce que justement, si vous êtes uniquement dans le fait de repasser les choses, par exemple, vous mettez votre cerveau sur off, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est rester parfaitement conscient à chaque étape et donc se laisser des charges créatives ou de dessin à chaque étape de la création, pour pas être uniquement dans le purement applicatif, bête et méchant, que vous pourriez faire par une IA, un robot ou ce que vous voulez. Il faut que vous soyez toujours conscient, appliqué à chaque étape de création. Et impliqué surtout. Donc voilà, donc multiplier les processus, ça permet d'obtenir une vision qui est réaliste du déroulement d'un projet. Et après, quand vous serez professionnel, par exemple, ça vous permettra d'établir des deadlines précises. Donc quand on vous dira, tiens, combien de temps tu mets pour faire ça, eh ben, vous pourrez faire rapidement comme ça le processus dans votre tête, savoir par quelle étape que vous allez passer. Et donc, vous pourrez dire, bah, là, ça me mettra à peu près tant de temps. Et donc, vous allez pouvoir aussi anticiper les ressources dont vous aurez besoin. Si vous avez besoin d'acheter, par exemple, des pigments, si vous êtes à la peinture, ou si vous avez besoin, je ne sais pas, d'acquérir une... Alors après, moi, je suis directeur artistique, donc de temps en temps, j'ai besoin de faire appel à des prestataires, par exemple, pour de la 3D ou ce genre de choses. Il faut que je sache voilà, comment établir, comment le processus, en fait, concrètement, de l'ensemble du projet va fonctionner pour savoir de qui j'ai besoin pendant combien de temps. Et donc, ça va permettre aussi de savoir gérer un budget. Donc ça, c'est quand même des étapes qui vont être très longues, parce que justement, on va aussi travailler de temps en temps pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des processus qu'on va chercher à appliquer qui ne vont pas être efficaces et qui ne vont pas nous plaire au niveau du rendu. Et il faut quand même essayer un petit peu de le faire et de se diversifier, parce que justement, même dans les choses où le rendu ne nous plaît pas, on peut quand même trouver des moyens techniques d'améliorer notre propre processus. Voilà. Et puis surtout, de multiplier comme ça l'exploration de processus, ça va permettre d'en créer d'autres. Et en fait, simplement, qu'est-ce qui se passe quand on crée un nouveau processus ? Eh ben, on crée un nouveau style en même temps. Donc ça, si vous voulez être un petit peu agile au niveau de votre style pour pouvoir vous adapter à plusieurs projets différents, eh ben, c'est aussi intéressant comme ça de multiplier les processus pour savoir en créer de nouveaux en fait à la demande et par rapport à un brief. Donc après, la problématique qui est de ne pas avoir d'idée concrète et donc qui fait qu'on avance sans direction. Donc déjà, à chaque fois qu'on a une idée, c'est bien
et qu'on sent qu'elle est bonne, c'est bien de la noter, donc de l'écrire ou alors de la noter en dessin carrément, pour la rendre concrète le plus vite possible. En fait, il faut sortir très très vite de l'intellectualisation pour mettre sur table, parce que toute l'idée en fait d'une idée, tout l'idée d'une idée, et ben c'est qu'en fait une idée n'est absolument rien. On ne sait pas en fait, on ne peut pas mesurer la qualité d'une idée. C'est absolument impossible de mesurer la qualité d'une idée. Et tous ceux qui disent qu'ils savent qu'ils ont des bonnes idées sans les avoir testées, eh ben c'est faux en fait. Parce que la meilleure idée du monde, on la reconnaît quand elle fonctionne. C'est tout. Et avant, quand elle est restée figée dans notre tête, finalement, on ne peut pas du tout savoir si elle est bonne ou quoi. Donc, on va... voilà, il ne faut pas évaluer la qualité d'une idée sans la tester, faire en premier lieu confiance à son intuition brute. Donc, dès que vous avez une idée, vous la testez directement, c'est-à-dire que vous la mettez sur papier ou quoi que ce soit, et vous cherchez à la faire fonctionner, quoi. Donc, vous appliquez le plus vite possible à la faire, et vous restez un petit peu quand même... enfin, il faut garder le premier jet de l'idée. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez l'idée, si c'est par exemple une idée de quelque chose qui est drôle et que ça vous fait rire sur le coup, il faut la noter absolument brute. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand je disais il faut faire confiance à son intuition brute. C'est-à-dire que ce premier jet qui vous a fait rire là, il faut le conserver écrit quelque part. Parce qu'en fait, la problématique qu'on va avoir ensuite quand on va justement chercher à concrétiser l'idée, c'est que souvent, on va essayer de la rendre intéressante à tout prix ou alors de la complexifier. Et que souvent, en fait, du coup, on la dénature et qu'on la rend moins efficace. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder le premier jet, même s'il est sur un dessin éclaté ou quoi que ce soit, ou juste à noter vite fait, pour vraiment y revenir de temps en temps et se rappeler de qu'est-ce que c'est la base, en fait, de l'idée. Donc après, comment on fait pour avoir comme ça des élans un petit peu et des idées qui nous viennent? Bon, déjà, il ne faut pas les juger. C'est-à-dire que si vous rigolez d'un truc, il faut le noter, même si ça vous paraît con, que vous en auriez honte. Voilà, en fait, le problème, c'est d'avoir honte, c'est pas d'avoir des idées qui vous font honte. Si elles vous font rire, en fait, elles feront rire d'autres gens. Donc, voilà, vous mettez un petit peu l'ego de côté. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne, et puis c'est tout, quoi. Voilà, et puis sinon, en fait, le truc qui est bien quand même, quand on travaille, c'est de faire toujours d'avoir des activités à côté du travail, à côté du dessin et tout, qu'on fait sans objectif. Voilà. Et donc, on fait fonctionner ce qu'on appelle la sérendipité. Donc voilà, par exemple, moi, je prends des cours de chant, je prends des cours de guitare. Et puis, voilà, je me passionne pour certains sujets. Je me passionne pour des carrières d'artistes, etc. Je suis fan absolu de Prince et tout ça. Et tout ça ne me sert à rien concrètement. Dans l'idée, je ne le fais pas parce que ça me sert à quelque chose, mais je le sers simplement pour me nourrir et pour avoir davantage d'idées en fait créatives. Parce que peut-être en faisant des combinaisons entre plusieurs choses, eh bien, j'arrive à avoir des idées originales comme ça. Donc voilà, donc il ne faut pas avoir peur de perdre son temps en fait. Perdre son temps, c'est un des trucs les plus productifs qu'on puisse faire quand on est artiste, quoi. Parce que justement, quand on perd son temps à s'intéresser à des choses qui, de prime abord, en fait, n'ont pas de sens, eh bien, ça finit par faire sens et puis à vous créer une originalité, quoi. Donc, voilà. Donc, l'autre chose, voilà, c'est que quand vous avez des idées et qu'elles vous semblent très, très bonnes, eh bien, il faut travailler dessus sans attendre. Donc, comme je disais, par exemple, si vous venez juste de commencer le dessin, peut-être, vous pourrez faire que des portraits dans un premier temps ou alors d'autres choses plus simples. Mais par exemple, imaginons que vous débutez tout juste et que vous êtes à l'étape où vous apprenez à faire de la perspective, par exemple. Eh ben,
dès lors que vous avez votre meilleure idée qui est arrivée de votre vie, vous commencez à travailler dessus sans attendre. C'est-à-dire que avec vos exercices de perspective, par exemple, vous allez commencer, par exemple, à établir un décor dans l'univers de l'idée qui vous semble la meilleure que vous avez eue. Et en fait, le truc des idées, c'est que, par exemple, si vous regardez un petit peu la carrière d'Akira Toriyama, avant de faire Dragon Ball, il a fait toute une série de mangas comme ça, humoristiques, sur beaucoup moins de planches. Et dans un d'eux, par exemple, il y a carrément... Enfin, c'est Dragon Ball. C'est la même chose, sauf que les personnages sont différents, mais l'histoire est vraiment très, très semblable, du moins au début du manga Dragon Ball. Et en fait, il a répété son idée par la suite en l'améliorant. Donc ça, faut pas avoir peur. En fait, souvent, on a peur de faire son idée parce qu'on a peur de mal la réussir et on s'imagine qu'on va la gâcher. Mais en réalité, non, c'est pas parce qu'on a raté une première fois qu'on peut pas recommencer l'idée par la suite et aboutir à quelque chose de supérieur. En réalité, la plupart des artistes, en fait, ne font que la même œuvre toute leur vie. Ils refont la même œuvre parce qu'on peut pas non plus avoir 50 sujets comme ça qui nous tiennent réellement à cœur et sur lesquels on est un peu expert. Donc, plus on travaille sur quelque chose, au contraire, plus on l'améliore. Donc, si on fait une première œuvre, déjà, ça peut servir d'entraînement à refaire exactement la même de qualité supérieure, quoi. Et d'ailleurs, voilà, ce qu'il faut faire, c'est quand on a une idée qui fonctionne, justement, c'est la répéter. Si vous avez une idée qui est particulièrement efficace, et ben plutôt que de passer à autre chose, justement, vous l'intégrez dans tout ce que vous faites. Et à la fin, vous aboutissez à des œuvres simplement où vous cumulez tout ce qui fonctionne à l'intérieur de la même œuvre. Donc voilà, plutôt que... Vous pouvez prendre des risques sur le reste, mais ce qui fonctionne déjà, il ne faut pas hésiter à le réutiliser. Donc ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe si jamais, justement, vous établissez un plan pour aboutir à votre idée géniale que vous avez vue et que ça ne se passe pas comme prévu. Donc, par exemple, je ne sais pas, alors dans mon cas, ça pourrait être, j'ai un faux bon avec un prestataire, par exemple, qui devait me faire des scènes en 3D ou quoi que ce soit. Et du coup, je dois régler le truc différemment. Peut-être en trouvant des solutions techniques différentes, ou alors d'un coup j'ai moins de budget, donc il y a des choses que je dois faire absolument en moins de temps possible, etc. Sinon ça peut être par exemple si je travaille à la peinture, d'un coup il se passe quelque chose, je gère pas mon pinceau, quoi, il y a une coulure qui arrive, etc. Donc en fait, le truc, c'est que déjà, quand on démarre le projet, quand on établit le plan, sinon on a un plan qui est trop cadré, dès lors qu'on va avoir justement la moindre aspérité sur le déroulement du plan, ça va tout de suite nous figer. C'est-à-dire que quand on est trop cadré d'abord, déjà, c'est qu'on a trop travaillé en amont avant de démarrer, avant d'être actif. Donc, il faut essayer d'être actif rapidement, en fait, quand on fait des projets, et laisser des éléments qui sont irrésolus, des choses en suspens, des choses que vous ne savez pas encore exactement comment vous allez faire. Déjà, ça va vous permettre de mettre en condition de se dire, s'il y a un problème, déjà c'est prévu. Je prévois le problème en avance dans mon plan. C'est-à-dire, il y aura des choses auxquelles je vais devoir réfléchir pendant que je crée. Et de la même façon que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il faut se laisser justement un petit champ créatif, une petite liberté créative pour justement rester focus et rester impliqué tout au long du projet. Et bien justement aussi, ces petits imprévus, il faut en laisser pour chaque partie du projet pour rester justement impliqué le maximum possible. Donc il faut intégrer le processus de création dans la concrétisation, dans la réalisation du projet. Ça, c'est important parce que justement, ça vous permet d'être plus réactif et d'accepter justement de pivoter. Donc, justement, quand vous avez un défaut dans votre idée, si par exemple sur le reste du plan, vous aviez échafaudé quelque chose et qu'il s'avère que ça ne se passe pas comme prévu ou que ça ne marche pas, il faut accepter très très vite les défauts. Et il faut les résoudre et pas recommencer le projet de zéro.
Voilà, il faut les saisir comme des opportunités un petit peu à résoudre. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, dès lors qu'il y a un imprévu, il faut se mettre dans l'état d'esprit que c'est une chance qui est arrivée et que c'est quelque chose qui devait arriver et avec lequel vous allez devoir faire, en fait. Un petit peu comme ça se passe dans la vie. Vous ne pouvez pas recommencer votre vie de zéro. Vous savez. Un projet, il faut le voir en fait comme une mini-vie de quelque chose. Et donc, vous ne pouvez pas recommencer. Vous devez faire face aux imprévus et les utiliser comme levier pour justement améliorer votre projet, quoi. Donc, quand ça vous arrive comme ça, vous devez prendre des mesures. Donc, vous pouvez quand même prendre un petit peu de recul et travailler de façon fragmentée. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes concentré à un problème et que vous bloquez, eh ben, vous avancez sur le reste du projet. C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez sur une toile, vous devez dessiner un pied et vous bloquez dessus, et ben plutôt que de rester focalisé sur ce pied-là et en faire de la bouillie, un petit peu comme dans le chef-d'œuvre inconnu, là, et ben vous allez à un autre endroit du tableau, vous prenez un regard frais, ou alors vous utilisez carrément un miroir pour regarder votre tableau à l'envers, et ça va vous permettre de prendre du recul pour ensuite savoir comment rebondir. Et donc, vous allez pouvoir tirer parti des imprévus. Donc ça va se faire avec le temps. Il y aura de toute façon des projets que vous allez rater. Et ce qu'il faut faire de toute façon, c'est accumuler des projets, qu'ils soient ratés ou réussis. Les projets qui sont ratés vont être en fait sur une œuvre. Voilà, parce que l'aboutissement en fait de tous les projets, c'est l'œuvre. Donc, une œuvre, on ne peut pas se dire on va faire que des choses qui vont être réussies à la fin. Hein. Une œuvre, il y aura quelque chose où il y aura des ratés et quelque chose où il y aura des réussis. Et ben les ratés, ça va servir de levier aussi pour pouvoir s'améliorer et créer des projets qui seront supérieurs dans un second temps. Donc c'est pour ça qu'ils sont utiles aussi et qu'il ne faut pas se mettre de pression de se dire je vais absolument réussir, mais plutôt de se dire je veux absolument que ce projet soit utile. Voilà. Et donc après, on va parler d'aboutir. Donc la dernière étape, c'est finalement quand est-ce qu'on décide que le projet il est terminé. Alors le projet déjà il est terminé quand c'est vous qui le décidez. Et il ne faut pas surtravailler sur un projet parce que de toute façon, dès lors que c'est surtravaillé, c'est moins touchant si vous voulez parce qu'il y a ce côté en fait. Souvent, ce qu'on remarque sur les projets qui fonctionnent le plus, sur les créations qui fonctionnent le plus, c'est qu'on a l'impression qu'elles ont été faites sans effort. Soit parce que justement, par exemple, la forme d'une montagne ou quoi a été tracée avec énormément peu de moyens, c'est-à-dire peu de touches, et qu'elle rende avec peu d'efforts comme ça quelque chose qui est tout de suite crédible, ou alors sinon c'est tellement bossé que simplement on voit pas la différence avec enfin on peut pas s'imaginer que ça a été fait par un humain, et comme on peut pas se l'imaginer, du coup ça paraît facile parce que ça paraît être sorti d'autre part. Mais là bon, là on n'est pas dans le travail, on est dans la maîtrise absolue quoi, dans le comment ça s'appelle quand on est dans la virtuosité, voilà. Donc, on décide quand on a fini, parce que voilà, le surtravail, des fois, ça gâche aussi des projets. Savoir s'arrêter, ça vient aussi avec le temps. On peut essayer justement sur les premières étapes où on multiplie les projets, d'en pousser quelques-uns plus que d'autres et de se rendre compte à quel moment, en fait, on sort de quelque chose qui est mieux, qui est plus réussi, en surtravaillant. Et puis, on peut se donner... Alors, quand s'arrêter, voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire, par exemple, pour se dire, là, j'ai fini, j'ai atteint mon objectif. C'est simplement, le travail il est terminé justement quand l'objectif du projet est atteint. Donc, par exemple, si l'objectif, c'est de traduire un sentiment. Par exemple, vous faites une illustration de couple et que, voilà, on ressent l'amour entre les deux personnages, ce qui se passe, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ou alors que vous voulez délivrer un message et que là, le message est très clair, très compréhensible et très fort. Alors ça, souvent, ça marche. Hein. Par exemple, le dessin de presse, s'ils sont lâchés, c'est pas pour une autre raison que le fait que ça fonctionne vraiment mieux, en fait. Au-delà du temps que ça prend de faire quelque chose comme ça qui est plus lâché, donc ça correspond à des impératifs, voilà, dans les actualités et tout, qui sont mieux. Mais par exemple, il y a des illustrations. Par exemple, si vous générez
comme ça en mode réaliste une illustration qui serait un dessin de presse dans lequel vous devez diffuser une idée, et ben ça sera probablement beaucoup moins efficace qu'un vrai dessinateur de presse qui sait aller à l'essentiel avec un minimum de moyens, justement, et comme ça, on ne retient que le message. Donc il y a aussi ça. Hein. Puis sinon, ça peut être de montrer quelque chose, l'objectif. Donc si vous arrivez à montrer quelque chose, vraiment, par exemple, de montrer la lumière, je sais pas, qui se dépose comme ça sur un pot de fleurs, je dis n'importe quoi, que c'est l'élément central, le sujet du truc, et que là, c'est particulièrement bien retranscrit, et ben, si vous continuez à surtravailler, c'est-à-dire à détailler le reste avec la même qualité que ce que vous avez fait pour rendre justement cet éclat, et ben, vous allez donner moins d'importance à votre sujet, et du coup, vous allez surtravailler. Donc voilà. Donc vous allez vous apercevoir que de toute façon, la vision de ce que c'est qu'un projet terminé, ça évolue avec le temps, quoi. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vu. Donc choisissez des projets qui sont adaptés à votre niveau dans un premier temps, et vous pouvez aussi apprendre par le biais de projets, donc c'est-à-dire à la fois de faire des fondamentaux et de chercher des projets qui peuvent rentrer en cohérence avec justement l'étude de ces fondamentaux pour vous permettre d'ancrer à maximum votre apprentissage théorique. Donc travailler avec un plan dans un premier temps en analysant et en recopiant, enfin dans un premier temps en recopiant le processus d'artiste que vous aimez bien, puis en l'analysant, puis en le modifiant sciemment. Donc ensuite, c'était avoir des idées solides, donc noter ces idées, faire confiance à ses premiers jets, c'est-à-dire noter et garder en mémoire tout le temps ce qui a fait que vous avez trouvé que votre idée était bonne avant de la surcomplexifier ou de chercher à la rendre intéressante à tout prix. Faire travailler la sérendipité, c'est-à-dire vous intéresser, perdez votre temps avec des activités annexes, etc., qui n'ont pas forcément d'enjeux productifs et qui vous permettront comme ça d'établir des liens de corrélation et d'aboutir à des idées qui seront efficaces et qui vous donneront justement des sens, des directions pour vos projets. Et surtout, répéter les idées qui fonctionnent d'un projet sur l'autre. Quand vous avez une idée qui fonctionne, vous la récupérez et vous l'ajoutez à un nouveau projet si ça s'y prête, hein, évidemment. Ensuite, rebondir et pivoter. Donc, comme je disais, dès lors que vous avez se laisser des éléments dans votre plan qui seront irrésolus pour pouvoir continuer à être actif créativement tout au long du processus. Accepter très vite les défauts et les résoudre plutôt que de recommencer le projet de zéro. Prendre un petit peu de recul de temps en temps et travailler peut-être de façon fragmentée. Et si vous avez un problème sur une partie, plutôt que de bloquer, aller dans une autre partie de votre projet pour l'avancer et revenir ensuite sur votre problème avec un regard neuf, et tirer parti des imprévus, justement, pourquoi pas, pour améliorer le projet si vous avez des contraintes. Et ensuite, pour aboutir, donc ne pas chercher à surtravailler. Donc pour ça, essayer différentes façons d'aboutir quand vous êtes à l'étape d'apprentissage du dessin. Et puis, chercher avant toute chose à accomplir l'objectif de votre œuvre, de votre tableau, du projet en cours. Et dès lors que c'est fait, vous pouvez déjà vous dire que c'est probablement la fin, en fait, de ce projet-là. Après, on peut toujours peut-être essayer d'analyser et d'améliorer comme l'ensemble. Mais souvent, quelque chose d'efficace, c'est quand il y a une idée très forte, très claire, qui justement est parfaitement lisible et concrète. Donc voilà. Et ensuite, ce que je disais, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, la vision d'un projet terminé, il évolue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez obtenir comme ça
des petits conseils gratuitement toutes les semaines sur votre boîte mail, moi je vous envoie à la fois mon carnet de croquis, les croquis que j'ai fait toute la semaine, avec les annotations que j'ai dans ma vie ou autre. Et puis, de temps en temps, je diffuserai comme ça des petites astuces techniques théoriques de dessin qui seront plus concrètes avec des visuels par mail. Donc, vous trouvez le lien en description et je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.